15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence tout de suite par les principaux titres de l'actualité. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, s'entretient au téléphone avec son homologue koweïtien et le félicite pour sa prise de fonction. Le passage de Rafah fermé depuis mai 2024 est ouvert dans les deux sens pour les habitants de la bande de Gaza. Un couvre-feu proclamé par les forces kurdes est en vigueur dans la ville de Hasakeh en vertu d'un accord entre Damas et les Kurdes. À la une de l'actualité, le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a eu dimanche un entretien téléphonique avec son homologue koweïtien, Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. À cette occasion, il lui a adressé ses félicitations pour sa prise de fonction, lui souhaitant plein succès et réussite dans l'accomplissement de ses nouvelles responsabilités. Au cours de cet entretien, le ministre des Affaires étrangères a souligné la profondeur des relations unissant l'Égypte et le Koweït. Il a insisté sur la volonté commune de poursuivre le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines. Les deux parties ont également convenu de l'importance de maintenir la concertation et la coordination étroite au cours de la période à venir concernant les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'Égypte a fermement condamné l'attaque terroriste perpétrée contre l'aéroport Diori Amani de Niamey, capitale du Niger, et a affirmé sa solidarité avec la République du Niger, son gouvernement et son peuple face aux menaces terroristes. L'Égypte a réaffirmé son engagement à poursuivre son soutien à ses frères des pays du Sahel dans la poursuite de la stabilité dans la région et l'élimination du phénomène du terrorisme. Les forces de l'occupation israélienne doivent commencer à autoriser lundi, sous strictes conditions, le passage des habitants de Gaza à travers le poste frontière de Rafah fermé depuis mai 2024, sans promettre l'augmentation de l'aide humanitaire vers le territoire. Les détails avec Shamsenemi. La réouverture de cet accès stratégique à la frontière de Gaza et l'Égypte est prévue sur le plan du président américain Donald Trump, visant à mettre fin définitivement à la guerre déclenchée sans merci qu'a menée Israël sur le secteur bloqué depuis déjà plusieurs années. Il s'agit de la première étape d'un processus qui s'annonce pour l'instant très partiel. Selon des images et des sources palestiniennes, des camions-citernes et ambulances ont traversé dimanche la frontière du côté égyptien sans pénétrer dans Gaza. Les autorités israéliennes qui contrôlent le poste ont annoncé que le passage des habitants dans les deux sens pourrait commencer lundi, une fois les préparatifs achevés. Elles n'ont cependant pas mentionné en l'état une éventuelle augmentation de l'aide vers le territoire palestinien ravagé par 2 ans de guerre contre ce secteur. Même très limitée pour l'instant, cette réouverture du seul passage entre Gaza et le monde extérieur est attendue avec impatience, notamment par des malades ou des blessés qui espèrent recevoir des soins à l'étranger. Environ 200 malades, selon un responsable du ministère de la Santé de Gaza, attendaient dimanche de pouvoir passer en Égypte. Le porte-parole à Gaza du mouvement Hamas a prévenu que toute obstruction ou condition préalable imposée par Israël constituerait une violation de l'accord du cessez-le-feu. Le poste frontière est situé dans un secteur encore occupé par l'armée israélienne en deçà de la ligne jaune qui marque son retrait d'environ la moitié de la bande de Gaza au terme de la première phase du plan Trump. L'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières a dénoncé dimanche l'interdiction israélienne d'exercer à Gaza, qualifiant cette décision d'un prétexte pour empêcher l'aide humanitaire. L'ONG a souligné dans un communiqué que les autorités israéliennes contraignaient les organisations humanitaires à un choix impossible, doit exposer leur personnel à des risques ou interrompre des soins médicaux essentiel pour des personnes désespérément dans le besoin.
Un couvre-feu proclamé par les forces kurdes est en vigueur lundi dans la ville de Hasakeh, dans le nord-est de la Syrie, où les troupes gouvernementales doivent se déployer en vertu d'un accord entre Damas et les Kurdes. L'accord annoncé vendredi prévoit l'entrée de forces gouvernementales dans la zone autonome kurde et l'intégration de ces forces et de son administration au sein de l'État syrien. Les autorités locales kurdes avaient affirmé avoir décidé d'instaurer un cessez-le-feu pour assurer la sécurité des habitants. Un cessez-le-feu doit être instauré à Kamishli mardi. L'accord prévoyait la remise au gouvernement dans un délai de 10 jours de certains champs pétrolifères de l'aéroport de Kamishli, dont se sont retirés la semaine dernière des forces russes et des postes frontières. Les forces démocratiques syriennes vont être intégrées dans l'armée syrienne, mais resteront au sein d'une division constituée de 3 brigades. Le président américain Donald Trump a dit dimanche espérer conclure un accord avec l'Iran après une mise en garde du guide suprême iranien Ali Khamenei sur le risque d'une guerre régionale si les États-Unis mettaient à exécution leurs menaces d'intervention militaire. En même temps, Téhéran a convoqué les ambassadeurs européens après la décision de l'Union européenne de désigner les gardiens de la révolution comme organisation terroriste. Les détails avec Shamsenemi. Le président américain multiplie les avertissements depuis le début du mouvement de contestation réprimé en janvier dans un pays alors privé d'Internet et largement coupé du monde, tout en répétant négocier avec Téhéran pour éviter une telle issue. Les cours du pétrole ont chuté de plus de 3% lundi, dont les premiers échanges sur le marché asiatique en réaction avec la volonté exprimée par Trump de trouver un accord avec l'Iran. Prenant la parole pour la première fois en 2 semaines, Ali Khamenei avait lancé plutôt une nouvelle mise en garde en disant que les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale. Commentant les démonstrations, Khamenei a souligné que c'était un véritable coup d'État, assurant que cette tentative avait échoué. Les autorités iraniennes reconnaissent pourtant la mort de milliers de personnes, mais affirment que la grande majorité étaient des forces de sécurité ou passant tuées par des terroristes, selon leurs propres termes. Une opération orchestrée, selon Téhéran, par les États-Unis et Israël. De son côté, l'Union européenne a inscrit sur la liste des organisations terroristes les gardiens de la Révolution. En représailles, le Parlement iranien a déclaré dimanche comme groupe terroriste les armées européennes. Dans ce contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a pour sa part déclaré que son pays était disposé à conclure un accord équitable avec les États-Unis. Il a en même temps affirmé que l'Iran était prêt à se défendre en cas de toute agression. Araghchi a souligné que l'Iran et les États-Unis traversaient actuellement une phase critique, mais disposent d'une bonne occasion afin de parvenir à un accord garantissant l'absence d'armes nucléaires, ce qui serait bénéfique pour les 2 parties. En même temps, il a mis en garde contre la possibilité d'une mauvaise évaluation de la situation ou d'un déclenchement d'hostilité, tout en soulignant que l'Iran était pleinement prêt à faire face à un tel scénario. 2 Russes ont été tués lors d'une frappe de drone ukrainienne dans la région frontalière russe de Belgorod. L'attaque visait une maison de la ville de Stary Oskol. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que les négociations directes entre Kiev, Moscou et Washington pour tenter de trouver une issue à la guerre reprendront mercredi à Abu Dhabi et non ce dimanche comme prévu initialement. Ceci intervient alors qu'au moins 12 personnes ont trouvé la mort dans une frappe de drone russe sur un bus en Ukraine. Tout de suite les détails.
Le premier cycle des pourparlers aux Émirats arabes unis pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine avait eu lieu les 23 et 24 janvier sans aboutir à une percée diplomatique. Leur deuxième volet était censé avoir lieu le 1er février. Mais Volodymyr Zelensky a finalement affirmé dimanche que les prochaines rencontres trilatérales auront lieu les 4 et 5 février à Abu Dhabi. Le dirigeant ukrainien n'a pas donné de raison à ce report. Les pourparlers butent en particulier sur la question des territoires. La Russie exige notamment que les forces ukrainiennes se retirent des zones de la région de Donetsk qu'elles contrôlent encore. Une demande qui serait très difficile à accepter politiquement et militairement pour l'Ukraine. Des dizaines de milliers de soldats ukrainiens sont morts pour défendre cette région et Kiev estime que sa perte la priverait d'un rempart vital pour prévenir une nouvelle offensive des forces russes. Parallèlement, l'émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a rencontré samedi en Floride l'envoyé spécial Steve Witkoff, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent et le gendre du président américain Jared Kushner. Cette rencontre sans représentant ukrainien a été constructive selon les deux parties, sans détailler le contenu des échanges. Sur le terrain, une attaque de drones russes sur un autobus transportant des employés d'une mine dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk a fait au moins 12 morts et 7 blessés dimanche, ont annoncé le secours et les autorités locales. On continue le journal après l'appel à la prière et sur notre page économique, la vigueur de l'euro devrait dominer la réunion jeudi de la Banque centrale européenne, ravivant les craintes d'un reflux excessif de l'inflation et de retombées négatives pour les économies exportatrices, à commencer par l'Allemagne. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, a souligné que la BCE suivait de près cette appréciation de l'euro et ses conséquences possibles en termes de baisse de l'inflation. La hausse de la monnaie unique s'est accélérée la semaine dernière, l'euro atteignant brièvement un plus haut de 4 ans et demi, au-dessus de 1,20 $, après que le président américain Donald Trump a jugé formidable l'affaiblissement du billet vert. Si la BCE ne vise aucun niveau de change précis, elle rappelle régulièrement que les fluctuations de la monnaie sont surveillées car elles influencent directement la trajectoire de l'inflation. En réaction à la volonté exprimée par Donald Trump de trouver un accord avec l'Iran qu'il menace d'une intervention militaire, les cours du pétrole ont chuté de plus de 3% lundi dans les premiers échanges sur le marché asiatique. Le baril de WTI nord-américain perdait 3,4% à 62,99 $, peu avant 2 heures GMT, quand celui de Brent de la mer du Nord cédait 3,2% à 67,09 $ après les propos du président américain. En milieu de semaine dernière, l'or noir avait flambé face à la perspective d'une intervention américaine en Iran qui pourrait perturber la production d'hydrocarbures dans le pays riverain du détroit d'Ormuz où transite environ 20% du brut mondial. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars avait atteint les 70,71 $ en clôture jeudi, alors un plus haut depuis juillet. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention. Restez sur la télévision égyptienne pour la suite de nos programmes.